Et par rapport à cette proposition de texte de loi qu'on attendait depuis tellement longtemps que quelqu'un veuille bien prendre ça sous son aile et puis réglementer un petit peu cette pratique qui forcément a des dérives. Voilà, on a eu pas mal de retours et je voulais, alors des retours négatifs, mais aussi des retours positifs, hein, et je voulais vous en faire part un petit peu, je voulais changer quelques points avec vous. Donc, ça va être assez rapide, Et mais peut-être en préalable, pour vous contextualiser très rapidement, le texte de loi, en fait, il n'est pas en fait gravé dans le marbre, et c'est tout l'objet justement de ces échanges que je poursuis pour qu'ils puissent être évolutifs. C'est ce qu'on appelle les amendements, dont vous avez probablement entendu parler, qui permettront en fait de recalibrer. C'est une initiative qui est portée par un parlementaire, donc elle est aussi limitée. Moi, j'ai fait des consultations assez nombreuses, mais j'ai pas probablement pu échanger avec l'ensemble des acteurs parce qu'ils sont extrêmement nombreux, voire morcelés sur certaines pratiques. Et puis, il y aura aussi des points qui ne seront pas des points de consensus, sur lesquels il y aura des arbitrages qui devront être opérés, avec un fait générateur qui était celui de mettre en avant la pratique, de l'inscrire aussi dans des parcours d'accompagnement, d'avoir une reconnaissance un peu officielle, et puis la régulation pour éviter que 2 ou 3 articles de presse sur des pratiques déviantes viennent pénaliser l'ensemble d'une profession qui est vertueuse à de nombreux égards. Voilà pour moi ma petite introduction très ramassée. OK, c'est une très bonne introduction et je pense que ça va rassurer déjà, pas mal de personnes qui se disent, voilà, c'est comme ça et du coup, on peut pas, du coup, je voudrais juste, revoir avec vous quelques points. Alors, effectivement, comme vous disiez, il y a des éléments qui vont pouvoir être modifiés. Comme vous l'avez stipulé, c'est vrai que la médiation animale, il y a une telle diversité dans l'accompagnement enfin, dans les projets en médiation animale et dans les pratiques que, effectivement, il faut que ce texte de loi puisse englober un maximum de personnes, voire toutes les personnes qui pratiquent la médiation animale. C'est ça. Et c'est hyper diversifié. Et du coup, c'est ce qui rend cette PPL un petit peu compliquée, c'est que, rien n'a été fait auparavant, donc vous partez, tout le monde part de zéro sur cette PPL. Et puis en plus, voilà, cette pluralité en fait dans dans la pratique. Alors c'est vrai qu'on a des organismes quand même qui sont essentiels et qui ont déjà bien posé un cadre, hein, comme la Fondation Sommer pour en France, et puis après des organisations qui sont internationales, qui ont déjà bien posé un cadre. Moi, je venais revenir sur l'importance, je pense, d'utiliser un vocabulaire commun. C'est-à-dire que la problématique, c'est qu'en fait, chaque centre de formation, chaque praticien, selon où il a été formé, utilise des termes différents. Et ce serait important qu'on puisse effectivement avoir un lexique et puis utiliser tous les mêmes termes avec les mêmes définitions. Parce que là, tout le monde fait un petit peu sa définition. Et donc, je pense que ce qui serait important, c'est de revoir un petit peu. Et c'est vrai que par rapport rien qu'à la définition de la médiation animale, vous en trouverez plein en fait. Si vous regardez sur internet par rapport à tous les centres de formation et tout ça. Par rapport à celle citée dans la PPL, c'est Oui. vrai qu'on ne stipule pas forcément. Moi, ce qui m'a choqué et ce qui a choqué l'ensemble des, des, des personnes des praticiens, c'est le fait qu'on ne parle pas que c'est une mise en relation en fait par un professionnel qualifié. On ne parle pas de cette relation triangulaire dans la définition qui a été créée en fait par la PPL. Et, et du coup, je pense que ça, c'est enfin, voilà, J'entends. Alors à peut-être pour voir. vous expliquer, cette définition, elle a été co-construite avec énormément d'acteurs, elle a fait l'objet de beaucoup de discussions. Sur la question de la relation tripartite, sur la médiation animale, moi j'ai un regard qui est peut-être un peu plus mesuré, dans le sens où on peut avoir, notamment sur un chien d'assistance, sur un chien guide d'aveugle, vous avez aussi des externalités positives sur la sociabilisation. Quand je prends souvent cet exemple que j'ai connu de très près, une personne qui va amener son enfant à l'école déficiente visuelle, qui va avoir un chien d'assistance, ben, il y a quand même une vertu en termes de sociabilisation qui est assez forte,
Et il y a un prisme, vous l'avez vu, hein, qui est plutôt une entrée sur le handicap ou sur l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, qui est lié aussi à mon engagement, qui est très tourné sur le handicap. Donc on a une approche qui est assez large et assez peu enfermante. Et c'est peut-être un autre niveau de lecture que je soumets à votre appréciation, c'est que la loi, elle doit être le plus englobante possible, mais assez large pour que après, au niveau réglementaire, c'est-à-dire au niveau infralégal, on puisse avoir des déclinaisons peut-être plus précises, mais là, ça ne m'appartient plus. La loi, elle est censée être un peu générale et le règlement vient préciser. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir un vocabulaire plus spécifique tel que vous le déclinez, qui est très juste et qui est partagé, je pense en plus, c'est pas quelque chose qui fait l'objet de polémiques, c'est plutôt au niveau réglementaire que ça doit être décliné. Donc, il faut plutôt que la loi, elle soit le plus large possible pour après avoir les précisions, plutôt qu'elle soit trop enfermante, quitte à ce que après derrière, ça soit bloquant pour la déclinaison réglementaire. C'est ça la philosophie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des imperfections, hein, j'entends bien. Alors, est-ce que le titre médiation animale est peut-être pas forcément approprié pour Et cette le titre de PPL? la loi, c'est la loi valorisant les bienfaits entre, et on pourrait même discuter entre les humains et animaux, mais on pourrait plutôt entre humains et non humains, si vous voulez être vraiment très précis. Pas Euh, spécifique. mais le titre de la loi est plus large. Après, si enfin, j'entends votre remarque, mais la médiation animale, moi, comme en fait le prisme, il est très sur l'handicap, il y a une approche PCH après derrière, vous l'avez vu sur les déclinaisons. Moi, j'étais plutôt là-dessus assez arrêté. Mais c'est pas un sujet qui a beaucoup émergé. Moi, j'ai fait une quarantaine d'auditions quand même avec pas mal d'acteurs. Et la Fondation Adrien et Pierre Sommer en font partie. Et j'ai pas eu cette lecture critique sur la terminologie. Voilà. Mais donc, je l'entends. Mais je suis pas, enfin là comme ça, je vois pas comment on peut décaler. Pour moi, la médiation animale, c'est une porte d'entrée ou en gros comment l'animal est un média pour faire tout un tas de choses, en fait. Voilà. Alors effectivement, c'est le sens large, mais effectivement, si on part là-dessus, si on prend pas en compte cette relation triangulaire, effectivement, on arrive en fait sur le fait que un aquarium dans une salle d'attente a un effet aussi sur les personnes qui peuvent être stressées dans la salle d'attente, les chiens qui rendent visite avec leur maître dans les EHPAD, on va considérer ça comme de la médiation animale. Le problème, c'est que du coup, il faut bien qu'on cadre la médiation animale, il faut qu'elle soit bien cadrée et je pense que ça peut être difficile. Et du coup, c'est vrai que moi, par rapport à ça, je pense que c'est important de bien classifier, en fait, faire une classification des animaux. Et c'est vrai qu'on a les animaux d'intervention à visée humaine où on retrouve l'animal médiateur, l'animal d'assistante, l'animal de soutien émotionnel. Et parce que effectivement, ça veut dire que moi, je possède un chien, je suis quelqu'un de dépressive, c'est un exemple. Je suis quelqu'un de dépressive, j'ai des troubles émotionnels importants, je possède un chien, donc je fais de la médiation animale parce que, enfin, c'est de la médiation animale, c'est considéré comme de la médiation animale parce que j'ai un chien et qui me fait du bien. Enfin, voilà, nous, en tant que professionnels, on défend aussi un petit peu le fait que c'est professionnalisé, que derrière, on a un gros travail dans la réalisation des programmes, dans la collaboration avec les établissements médico-sociaux, voilà. Donc, et c'est vrai que du coup, voilà, le fait que ce soit très large, finalement, pour nous professionnels, c'est un petit peu compliqué de se dire, c'est vraiment un ressenti chez beaucoup de praticiens qui disent ne pas comprendre forcément pourquoi tous les animaux, dès l'instant qui font du bien, rentrent dans de la médiation animale, alors que derrière, il faut quand même cette relation triangulaire et un cadre bien défini. Donc, Votre réflexion, elle est parfaitement légitime. Il y a deux points que je me permets de préciser. Le premier, je ne fais pas à la place des acteurs, en fait. J'ai envie plutôt d'agir pour eux. Et c'est pour ça que derrière, vous avez noté que dans la proposition de loi, il y a la volonté de créer un comité national qui oui. visera justement à avoir une déclinaison, mais qui est plutôt du niveau réglementaire, pour un peu cadrer, clarifier les choses. Après, dans une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'un chien d'assistance,
formé, où on a l'accompagnement et le triptyque au moment où on a les prises en charge avec des formations, il a quand même aussi dans la vie des personnes des externalités positives qui ne se limitent pas à la relation entre la personne aidée et le chien qui l'accompagne, pour prendre uniquement sur la question canine. Donc en gros, la frontière, pour moi, elle est un petit peu plus enfin, un peu plus poreuse. Et si on essaye d'avoir une approche qui permette d'embrasser le plus grand type de situation, vous avez poussé à l'extrême avec les aquariums et tout, hein, évidemment, ce ne sera pas concerné. Là, je pense qu'il y aura aussi une autorégulation et le but, c'est aussi de donner la main aux acteurs à travers ce Conseil national pour avoir une réglementation qui sera beaucoup plus précise. Moi, je peux pas d'un côté, enfin, je suis pas, enfin, je reconnais facilement que je suis moins spécialiste que vous sur ce sujet. Moi, j'ai la chance d'être législateur, j'ai cette intuition et cette volonté, j'ai cette croyance qui est étayée par la science, qui a des externalités positives extrêmement fortes sur la place de l'animal pour certains publics. Et après, au fur et à mesure, il y a un tel éclatement des mises en œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, l'équi-coaching, c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête au tout début de mon travail. Et pourtant, j'ai eu des discussions avec eux et je ne minore pas, même s'il n'y a pas une visée thérapeutique, c'est quelque chose qui ne doit pas être victime d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle réglementation. Moi, mon but, c'est pas de faire du mal au secteur, vous l'avez bien compris. Oui, Donc, oui, je suis très oui, oui. ouverte à des évolutions. Après, en toute honnêteté, j'essaye de le faire en transpartisan. Je pense que les collègues avec lesquels je travaille seront ouverts, mais en fonction du député qui va avoir sur son territoire quelqu'un qui va avoir un avis très contradictoire, parce qu'il y a beaucoup d'avis différents sur un secteur, vous l'avez dit, qui est page blanche, je ne peux pas vous assurer à 2000% qu'au final, ce soit totalement conforme à vos aspirations. Je le souhaite et je ferai tout pour. Mais j'entends par rapport à votre profession et notamment le volet formation qui est très important, que ben, il y a besoin en fait de cadrer les choses pour que ça puisse rentrer dans des parcours qui sont un peu définis. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Enfin, je sais, enfin, là, à ce stade, la loi, elle ne peut pas définir ce niveau de précision, mais forcément que non. Soit vous êtes Ok. dans le cadre d'une intervention opérée par des professionnels, mais c'est pas moi avec mon chocho magnifique qui va aller dans un EHPAD, qui vais faire de la médiation animale sans diplôme, sans formation, et qui va pouvoir. Je l'espère parce que l'idée aussi sous-jacente, c'est qu'en mettant en avant cette pratique, on puisse aussi avoir une organisation, un fléchage des financements qui soit un petit peu plus structuré. Moi, je suis très peiné qu'en fonction du territoire où exercent les personnes, vous avez des endroits où l'ARS débloque des fonds, d'autres où c'est pas le cas, des établissements médico-sociaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu le Far West, hein. Enfin, Oui, donc, ça a aussi cette visée-là. Enfin, oui. je comprends que vous anticipiez le pire, mais moi, j'essaye de préparer le meilleur. Et donc, pour moi, c'est un non-sujet. Mais peut-être que je suis trop naïf et trop optimiste, hein. Non, non, mais c'est important. Après, si effectivement vous nous dites, ben, c'est très généralisé, et ensuite on aura un comité national qui va effectivement un petit peu plus cadrer et voilà, c'est vrai que pour que la profession soit reconnue, il faut que ben, elle soit bien définie aussi à la base. Et dans ce cas, c'est important. Est-ce que on est chien visiteur? Est-ce qu'on est chien médiateur? Est-ce qu'on est chien d'assistance? Et quel que nous, en tant que professionnels, la pratique, la déterminer, c'est Moi, important. j'ai conscience de la multiplicité. Alors, et vous parlez du chien. Alors, dans le cheval, L'animal, c'est effectivement. c'est encore plus hétérogène, avec en plus Oui, des oui. querelles de chapelle qui sont beaucoup plus prégnantes. Donc, si vous voulez, c'est aussi la vertu de ne pas avoir quelque chose qui soit trop bloquant et d'arriver avec une certitude sur une déclinaison opérationnelle qui est à construire et à co-construire avec les acteurs et qui sera un échelon infralégal. Le principe général, c'est que la loi, elle doit être générale. Et ensuite, il faut qu'il y ait des déclinaisons réglementaires. La chance que l'on a aussi, c'est que c'est un sujet qui est un petit peu dans les radars du gouvernement. La secrétaire interministérielle au handicap, Madame Poulet, que vous connaissez peut-être, a aussi ce sujet-là en tête. Donc moi, j'ai espoir que ça porte des externalités sur les chiens qui sont utilisés aujourd'hui au ministère de la Justice, par exemple, qui assistent les victimes quand il y a
des événements traumatiques. Il y a eu 4 chiens Oui, qui ont été utilisés dans l'affaire Soarsneck, pardon. Donc, vous voyez, c'est plein de petits pans comme ça, où on a des expérimentations locales, des pratiques, mais c'est très éclaté. Si on peut déjà fixer un horizon et ensuite que ça se décline de façon opérationnelle, je pense qu'on aura fait œuvre utile. mm, Et je comprends que vous anticipiez des difficultés, mais en gros, ça va se faire un peu chemin faisant, quoi. Je pense pas, en tout cas, l'objectif, il est absolument pas de nuire à une pratique qui est déjà établie et vertueuse, et avec des professionnels qui, dans 99% des cas, travaillent bien, avec leurs mm. spécificités, mais travaillent bien. Le fait effectivement de se dire, on a beaucoup de craintes par rapport au fait des personnes qui sont pas forcément des professionnels du médico-social, sanitaire, éducatif, et qui interviennent dans ces établissements-là et qui s'interrogent en disant, bah du coup, est-ce qu'on va pouvoir continuer nos pratiques? Est-ce que on a des personnes qui viennent vraiment de tout univers au niveau de la reconversion? Alors effectivement, hein, nous, au sein du centre de formation, je dirais qu'on a 50% qui sont des professionnels institutionnels qui se forment à la pratique, à intégrer son animal dans sa pratique professionnelle. Et puis, on a 50% de personnes qui sont en reconversion. On est vraiment sur une moitié. Et sur les personnes en reconversion, donc les personnes professionnelles, j'ai envie de dire, voilà, elles se forment à la médiation, elles intègrent leur animal à un public qu'elles connaissent parfaitement bien, un fonctionnement institutionnel qu'elles connaissent parfaitement bien. Les personnes en reconversion, elles sont dans la création d'entreprises et il y a beaucoup de femmes. Ce qui est aussi quand même, la femme arrive dans le domaine entrepreneurial aussi grâce à cette activité qui se sont développées et tout ça. Donc, c'est quand même important à prendre en compte aussi. Et c'est vrai que ces personnes se disent, bah voilà, je suis pas forcément du médico-social. Par contre, est-ce que ça va m'empêcher d'intervenir dans les établissements? Donc, Bien sûr que non. Enfin, en fait, il y a deux options, c'est-à-dire soit vous accueillez du public non accompagné, et c'est là un peu la subtilité. Je suis papa d'un enfant porteur de troubles du spectre autistique. Je vais spontanément aller dans un centre équestre qui pratique la médiation animale. Là, c'est un sujet. Est-ce qu'on autorise, mais ça, c'est le Conseil national qui va aussi, Comité national, pardon, qui va aussi un petit peu définir le cadrage. Ou est-ce que vous allez dans un EHPAD ou dans un établissement médico-social où il y a des professionnels qui sont présents et qui accompagnent et qui assurent la partie, en fait, en gros, spécificité liée au public. Voilà, c'est pas la même chose dans un EHPAD quand vous avez des troubles neurodéveloppementaux forts, des maladies d'Alzheimer, etc., des troubles du comportement. Mais tout ça s'articule en fait dans l'intérêt aussi des publics que vous accompagnez. Mais là, on est dans un niveau de capillarité une nouvelle fois. Pardon, j'ai l'impression que je tape en touche à chaque fois, mais c'est aussi le reflet d'une volonté de co-construction et de définition précise qui ne met pas aussi en péril les professionnels. Parce que le professionnel qui va accueillir un enfant des troubles du spectre autistique, qui va avoir des troubles de l'interaction sociale, qui au début va peut-être être dans un environnement qui va le déstabiliser, s'il n'a pas un minimum de bagage et s'il est directement confronté à la chose, c'est le mettre potentiellement en situation d'échec par rapport à la visée thérapeutique, voire même en situation de danger, de responsabilité. Et donc, le but, c'est pas de mettre les gens en difficulté non plus. Donc ça, c'est des choses aussi qui doivent se définir un peu finement. Et très clairement, pour moi, il y a deux options possibles, mais je vois pas qu'est-ce qui contrevient, à travers le texte de loi que je propose, à la possibilité d'avoir un accompagnement à visée thérapeutique, entre guillemets, auprès de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. Mais tout ça, ça doit être cadré. Enfin, et on en revient à votre propos initial. Donc effectivement, hein, nous par rapport au travail qui a été réalisé, c'est vrai qu'on a mis en place un tableau qu'on diffusera de toute façon aussi et que vous avez sur le fait, ben voilà, sur les séances vraiment à visée thérapeutique, c'est soit un professionnel de santé, soit en binôme, un professionnel de santé et un praticien en médiation animale, et pareil pour l'éducatif et pareil pour le social. Parce que une personne qui est dans le social va pas forcément, qui est diplômée dans le social, va pas forcément pouvoir faire des séances en thérapie, par exemple, en On est thérapie d'accord. pure. Donc effectivement, se dire le professionnel spécialisé dans son domaine avec une formation en médiation animale et avec la CACED et toutes les compétences
des compétences spécifiques liées à son animal peut pratiquer la médiation animale et un intervenant peut la pratiquer s'il est accompagné d'un professionnel référent de l'établissement et vous en parliez. Mais vous ne pouvez pas non plus mettre de côté les approches plus spontanées. C'est-à-dire que vous allez avoir une famille qui va tester parce qu'elle est en difficulté sur la réponse institutionnelle classique, la médiation animale, et qui va être en situation bilatérale avec un professionnel. Et là, c'est là où il faudra faire preuve de finesse. C'est que, en gros, est-ce que ces professionnels-là, ils vont, enfin, il y a le monde réel et le monde théorique. C'est-à-dire dans le monde théorique, on peut espérer qu'ils vont avoir une formation, une sensibilisation pour être préparés le mieux possible à accueillir des enfants ou des situations qui se présentent spontanément à eux, qui ne sont pas dans un cadre médico-social. Mais des fois, c'est déjà pratiqué aujourd'hui, hein. Enfin, je le sais. Donc, vous voyez, c'est à ce niveau-là où il faudra faire preuve d'un peu de lecture fine et où ce ne sera pas forcément évident d'avoir la bonne réponse. Et puis, dans la déclinaison opérationnelle, des fois, il y aura aussi des contrevenants, entre guillemets, mais qui seront quand même utiles dans leur pratique parce qu'ils font bien les choses. Vous voyez, c'est entre le théorique et le réel, des fois, il y a des dissonances. Là, je reviens d'avoir de la RATP pour avoir formé un chien qui est dans des services services de médiation de la RATP dans la gestion de conflits. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une multitude en fait de développement. Et c'est vrai que les chiens judiciaires, c'est pas très très vieux, hein. Non, non, mais j'en ai conscience. Et du coup, c'est vrai que à chaque fois, en fait, il faut cadrer ce qui est ancien, ce qui est plutôt bien posé, et à la fois, il faut se réajuster à la demande qui évolue aussi, et puis aux besoins qui évoluent. Et effectivement, on se retrouve dans des situations, comme vous disiez aussi, où les séances sont un petit peu spontanées, et que Mais vous allez c'est avoir vos mêmes professionnels, ils vont aussi dire à un moment donné si c'est trop cadré, que c'est trop contraignant. Donc, il faut trouver aussi le bon équilibre entre oui, une règle qui est définie par les acteurs eux-mêmes, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est source, enfin, un gage d'efficacité, mais qui soit pas non plus trop enfermante pour qu'en fait, en gros, ce soit vécu comme des formations supplémentaires qui servent à rien, de la paperasse à faire, des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même garder aussi enfin, il faut trouver le bon équilibre et placer au bon curseur. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ressens, vu le développement de la pratique, mais vous le voyez, qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un risque de, enfin, là, par exemple, il y a eu en milieu carcéral, il y a eu un chien médiateur qui a été particulièrement maltraité, c'était en Irlande. Vous voyez, ces faits divers-là, ils peuvent avoir un effet très négatif sur la profession. Et donc voilà, donc je me permets juste de préciser que je ne sais pas si aujourd'hui, enfin en tout cas je fais tout pour, mais je ne sais pas si j'y arriverai, on arrivera à faire inscrire ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, parce que ça c'est un défi aussi. Et après il y aura la navette, etc. Mais enfin j'ai espoir. Mais en gros, enfin, il y a peu de textes de loi qui sont portés par des parlementaires qui ont été autant travaillés. C'est-à-dire que là, il y a quand même un travail de ah fond oui, qui oui. est continu et c'est, j'espère, un gage de sérieux et d'efficacité. Même si le texte est perfectible, je l'entends à 200%. Après, c'est vrai que si on a un comité national, alors bien évidemment, on a des questions sur ce comité national qui fait un petit peu peur aussi et que, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans ce comité? Qui va intégrer ce comité? Donc, effectivement, on a des questions par rapport à ça. Après, ça fait toujours un peu, cette zone d'incertitude fait toujours un peu peur aussi en disant, oh là là, donc, mais, Il y a des gros acteurs, enfin, c'est la chance que vous avez aussi. Après, vous avez quand même enfin, des acteurs comme la Fédération française d'équitation, toutes les associations qui sont formatrices de chiens guides, enfin, tous ces acteurs-là, ils pèsent quand même dans le jeu et ils sont aussi dans la même philosophie, c'est-à-dire ils sont pas là dans une volonté de cannibaliser, entre guillemets, le sujet pour eux. Il y a une approche qui est très, très large. Voilà, la Fondation Sommer, enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans l'intérêt général, qui sont oui, pas dans c'est la ça. défense d'intérêts particuliers. Après, c'est vrai qu'il faut fédérer un maximum de personnes aussi. Et puis, je vous dis, toutes les personnes en reconversion professionnelle, elles sont pas forcément prises en compte dans les organismes que vous venez de citer. Et Non, je je suis pense que d'accord. c'est ces personnes-là
qu'il faut aussi bien penser dans cette PPL et voilà, je pense qu'il faut C'est qu'il peut-être y ait une un réponse. angle qui a été insuffisamment abordé, ça j'en conviens parfaitement. Mmh. À partir du moment où le bien-être animal et où les publics accompagnés sont accompagnés dans de bonnes conditions, moi j'ai aucun problème avec le développement, Mmh. qui soit autofinancé, c'est-à-dire dans une logique de prestation, ou qui soit guidé par des fléchages d'argent. Et j'ai aucun problème avec ça. Je suis convaincu en fait que ça a des externalités beaucoup plus fortes que d'autres types d'accompagnement thérapeutique classique, aux médicamenteux, enfin, bon bref. Mais c'est des choses qui vont devoir être travaillées au moment où le texte sera posé. Et moi, je déposerai, ou d'autres collègues, des amendements pour améliorer les choses, hein. Il n'y a pas de souci. Il me restait en fait effectivement hein, le comité national, Ok. donc qu'on soit sûr d'avoir des experts et des acteurs dans le bien-être animal et que ce soit pas effectivement sur le modèle des 5 collèges, des comités régionaux de la biodiversité, où il y a vraiment plein d'acteurs, voilà, donc ça, afin d'assurer une représentation réellement équilibrée, ça c'est ce qui fait un peu peur. C'est Je vrai que comprends. Je le, le, comprends. la profession se dit ben voilà tout va dépendre d'un comité et ben, que va représenter ce comité, est-ce qu'on va être obligé, enfin voilà, c'est quelque chose, le comité national qui fait vraiment peur dans la profession. Et puis, j'avais juste cette question-là. Et puis après, ben, au niveau du bien-être animal, effectivement, ce qui allait être mis en place, mais je pense que ça, ce sera aussi dans le comité national, Discuter quoi. dans le texte de loi, mais comme étant un objectif, et de toute façon, c'est quelque chose qui, enfin, une nouvelle fois, il faut l'énoncer, mais c'est presque une évidence pour vous, mais c'est juste anticiper les quelques mauvaises pratiques qui peuvent nuire à la profession en posant cet objectif et en sensibilisant. Après, sur le canin, si j'avais abordé la question de l'éducation canine, le sujet aurait été certainement beaucoup plus prégnant, parce que là, vous avez des pratiques qui sont très, très contestables. Là, j'ai plutôt espoir que ce soit quelque chose où tout le monde dira oui, mais bien sûr, quoi. Vous voyez ce que je veux dire sur ces enjeux de bien-être animal. Donc c'est vrai que c'est les points-là aussi qu'il faut. Moi, je sais qu'en tant que centre de formation, on a déjà vu de la maltraitance animale parce qu'on a un réseau hein, où nos élèves font leurs stages Ça pratiques. reste, ça reste marginal, rassurez-moi. Comment ça? Ça reste, ben, les cas de maltraitance animale, Alors, c'est de maltraitance, l'exception. oui, oui, c'est une expression. Enfin, Voilà. oui, mais disons que c'est pas vraiment de la maltraitance. On répond pas forcément aux besoins des animaux, mais on a des personnes qui sont pas formées. Il y a pas de cadre et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu compliqué. On peut voir un petit peu tout. Je veux dire des lapins, mais après c'est pareil. Tout dépend nos paradigmes, c'est-à-dire que effectivement, pour des personnes, les lapins vivent en clapier. Alors que si on répond aux besoins vraiment du lapin, un lapin, ça vit pas en clapier. Donc c'est vrai que selon en fait nos façons de penser, et c'est vrai que si on a une majorité, par exemple, de personnes qui pensent dans le comité national que des lapins, ça vit en clapier, et que pour eux, on respecte le besoin du lapin parce qu'il a à boire, il a du foin, il a des granulés et qu'il a deux, trois caresses de temps en temps, alors que nous, en tant que praticiens, ben non, un lapin, ça vit pas en Et clapier, un lapin, ça peut... je suis assez, ben ça, alors, j'ai plutôt l'intuition qu'on va avoir des approches qui vont être plutôt animalistes, dans la majorité qui peut se dessiner. C'est mon intuition. Mais une nouvelle fois, la composition, en fait, je la maîtrise pas. Moi, je la conçois. Je pense qu'il faut qu'il y ait des universitaires qui permettent un petit peu, et il y en a quelques-uns, qui sont un peu identifiés dans le secteur, qui permettent aussi de donner des lectures scientifiques sur la plus-value et qui vont un peu, encore plus valoriser cette pratique-là. Après, il y en a aussi sur la question du bien-être animal. Donc, j'ai plutôt le sentiment qu'on va plutôt aller vers des approches animalistes que sur des approches utilitaristes ou en bas de la pyramide de Maslow. Je suis désolé, là, il faut vraiment que je vous laisse Oui, parce que merci oui. infiniment de cet échange en tout cas. Ben merci, et puis du coup, ben, on reste à votre disposition. Avec plaisir. N'hésitez pas, et puis on vous fera des retours au fur et à mesure, de toute façon. Donc, Avec plaisir. Et j'espère merci. que je vous ai amené quelques éléments de réassurance. En tout cas, Oui, il y a pas de volonté de poser des difficultés, en tout cas, ça c'est certain. oui, oui, oui.
Non, non, mais de toute façon, on vous fera un retour aussi. Donc, Merci. merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci à vous aussi. Au Au revoir. revoir.